car personne ne nous a invités. Collectif Le Seum. Nous sommes déterminés à ne pas nous laisser déterminer. Quand j'étais môme, comme beaucoup de petits garçons, je voulais être astronaute ou pompier. Mon père était peintre en bâtiment. Comme la plupart des parents, il regardait avec tendresse mes démonstrations d'ambition enfantine, mais ajoutait souvent « Tu sais mon fils, ce que je te souhaite, c'est de travailler au chaud, dans un bureau. » Chez le gamin que j'étais, cette affirmation ne suscitait guère d'enthousiasme, mais j'ai compris des années plus tard à quel point mon père avait raison. Dans la petite ville de province où j'ai grandi, on n'était que quelques gosses noirs et arabes dans la cour de récréation de la maternelle. Dès le CP, la machine à broyer de l'échec scolaire est venue mettre un impitoyable coup de marteau derrière les têtes de beaucoup d'entre nous. Il y avait dans notre école primaire une orthophoniste. Elle prenait en charge 1 à 2 fois par semaine des enfants rencontrant des difficultés dans leur parcours. Aucun des enfants qu'elle suivait n'était blanc. Bien sûr, à l'époque, le fait qu'elle tentait en vain d'apporter un traitement médical à une question sociale et raciale m'avait échappé. Par le fruit du hasard, elle devint l'amie de ma mère, ce qui ne l'empêchait pas de vouloir brider l'ambition, bien sûr déraisonnable que celle-ci nourrissait pour ses enfants, avec un sourire à la fois désolé et définitif. Mais tu sais, Fatma, seuls 2% des enfants d'immigrés réussissent à avoir leur bac. Je n'ai jamais su d'où cette femme qui se disait de gauche et fière de l'être tirait ces chiffres invraisemblables, mais en revanche, je me rappelle très bien de la réponse de ma mère. « Eh bien, ce sera les 2 miens. » Au-delà des statistiques plus ou moins fondées et des études de sociologie sur la reproduction scolaire, je ne sais pas si on dit assez à quel point l'échec scolaire broie moralement des gosses. Entre la maternelle et le primaire, j'ai vu beaucoup de sourires d'enfants mourir et des visages de mômes s'alourdir du poids de l'irrémédiable impasse. Bien sûr, c'est eux les premières victimes de la moissonneuse. Mais même chez celles et ceux qui s'en sortent un peu mieux, la pression parfois énorme que mettent les parents laisse des traces. Toute la vie. Ceux qui militent pour la responsabilisation n'ont jamais eu de parents immigrés obnubilés par la réussite de leurs enfants. Ils sauraient sinon à quel point le poids des espoirs disproportionnés mis sur les épaules des petits que le système scolaire rejette en même temps est lourd. Ils sauraient les injonctions des parents, leurs exhortations, leurs menaces et parfois leurs raclées. Ce fardeau sur des épaules trop frêles est redoublé par la mise en concurrence perpétuelle et anxiogène du système scolaire français. Peu d'entre nous en sortent complètement indemnes. Aujourd'hui encore, la nuit, je fais très souvent ce lancinant cauchemar. Je suis au chômage, je suis contraint de retourner au lycée quelques semaines avant le bac, mais faute d'avoir suivi les cours pendant l'année, je rate lamentablement toutes les épreuves et je suis prise aux tripes par l'angoisse d'assumer ma faillite devant la famille. Heureusement, moi, je me réveille. J'ai suivi les cours pour pas avoir un cerveau tocard. Ça me protège pas de la belle étoile et du morceau de ton cas. Ce ne sont pas que les gosses qui morflent d'ailleurs. J'ai vu des parents pauvres se saigner aux 4 veines pour que leurs enfants réussissent. Certains investissaient dans des cours du soir, d'autres inscrivaient leurs mômes dans les écoles privées. Ils disaient en arabe à ma mère catégorique « Si c'est payant, c'est que c'est mieux pour les enfants. Ils seront mieux surveillés, ils travailleront mieux à l'école. » C'est évidemment tout le contraire qui s'est produit. Ces daronnes et ces darons, la réussite de leurs mômes, c'est souvent le dernier espoir d'une vie faite de souffrance et de désillusion. Et c'est souvent la dernière souffrance et la dernière désillusion. Dans ce grand jeu de massacre, la plus impitoyable vague d'élimination, ce fut la sortie de la 3e.
La plupart de mes copains furent expédiés sans forme de procès vers les filières dites professionnelles. Au terme d'un parcours chaotique d'humiliation et de déception, leurs résultats étaient mauvais, mais ce n'était pas qu'une question de résultats scolaires. La relégation des enfants racisés, leur condamnation à échouer, elle est aussi inscrite en caractère gras, mais néanmoins invisible, dans les dispositifs d'orientation. Mon parcours scolaire était bon, et pourtant le conseiller d'orientation, après avoir jugé d'emblée en me dévisageant que je n'étais pas très typé pour un arabe, me recommanda de m'orienter vers une formation de chauffagiste. Je fus, je dois l'avouer, décontenancé à plus d'un titre. D'abord parce qu'aussi respectable que fût cette carrière, ma maladresse proverbiale aurait fait de moi un danger public, mais aussi parce que je pouvais légitimement, au vu de mes résultats, espérer poursuivre en filière générale. Le conseiller me répondit affirmatif et plein de mansuétude. « Oui, mais tu comprends, si tu gagnes ta vie rapidement, tu pourras aider tes parents. » Il nous a fallu bien résister à de si délicates attentions. Je m'estime particulièrement chanceux d'en avoir eu les moyens, et encore plus d'avoir pu continuer par la suite jusqu'au bac, jusqu'à la fac. Aujourd'hui, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle sort, ouais, moi j'ai un bon plan pour vous, faites un BEP chaussures. Je lui fais, moi, les gens ils m'ont attendu pour marcher, moi, hein? Évidemment, j'étais seul désormais, plus de copains arabes ou noirs dans la cour de récré. Dans mon lycée bourgeois de province, les autres élèves étaient blancs et riches. On n'appartenait pas au même monde. Ils se moquaient de mes fringues de pauvre, de ma trousse déchirée, de mes joggings premier prix. Rarement en face, cela dit. Et les relations restaient cordiales. Ça aurait sans doute écorché leurs égos de me mépriser trop ouvertement. Il y avait bien celui qui faisait tout le temps des blagues racistes, mais pour rigoler, et qui, j'en suis persuadé, croyait lui aussi me faire l'aumône de sa compagnie. Bien sûr, je n'avais pas de vrais copains dans cette enceinte-là, encore moins de copines. Les barrières raciales, si elles savent parfois rester invisibles, demeurent dans ces cas-là tout aussi infranchissables. Ceux qui croyaient bien m'aimer surtout, c'étaient les profs. J'étais l'exemple que leur système méritocratique pouvait réussir. Je suis devenu un trophée vivant, la démonstration basanée que le racisme n'existait pas puisque moi, j'existais dans leur horizon visible. Pourquoi se le cacher ? J'en ai joué, jamais consciemment bien sûr, mais parfois il est plus facile de nourrir la bonne conscience affamée des Blancs que d'affronter nus la férocité de leur racisme. Mais tout ça, finalement, ça renforce la rage d'y arriver. Je me suis construit à l'école ou au taf sur une colère sourde, jamais franchement exprimée, mais toujours quelque part à faire battre le fond de mes tripes. Celle d'y arriver en dépit des obstacles, de jamais lâcher le morceau. Car sans sortir, réussir, faire des études, si c'est le rêve de beaucoup de parents, c'est bien plus pour les enfants racisés. C'est un projet politique. Quand on est fils ou fille d'immigrés, on ne réussit jamais uniquement que pour soi-même. On engage souvent notre famille, qui met des espoirs parfois insensés en nous, au prix d'investissements financiers et émotionnels représentant toute une vie. Car pour des gens qui n'ont vécu que des humiliations depuis leur arrivée en France, qui ont été relégués aux emplois les plus difficiles, ceux dont les Blancs ne voulaient pas, celle ou celui qui réussit prend une revanche collective sur des années d'exploitation. Pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, chaque réussite scolaire et surtout chaque diplôme était l'objet d'une vraie célébration, d'un moment de joie collective, familiale et parfois au-delà. Chacun se sentait un peu dépositaire de la réussite d'un ou d'une seule, un peu comme une Coupe du Monde en modèle réduit. Mais il ne s'agit pas simplement de fierté ou d'estime de soi. On parle ici très concrètement d'enjeux financiers et de solidarité sonnante et trébuchante. Il y a des familles dans la dèche, et quand on dit famille, cela va souvent jusqu'au bled. Gagner correctement sa vie, comme personne racisée, ça n'est pas simplement pouvoir s'acheter le dernier iPhone, c'est souvent aider ses parents qui gagnent une retraite de misère après s'être brisé la santé sur le ciment de vos bâtiments ou sur les mailles brillants de vos chiottes. La daronne avait de l'arthrose.
Elle se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Elle a ramoné vos chiottes. Et on lui casse les couilles pour un foulard. Alors pour nous, cette réussite n'est jamais gratuite et il faut continuer à la gagner chaque jour car elle n'est jamais non plus acquise. Car le taf est encore plus impitoyable pour nous. Il nous faut taffer bien plus que les blancs pour une réussite bien plus modeste. Les personnes racisées connaissent ce cycle récurrent dans le monde du travail dès que vous affichez un peu de réussite, aussi modeste soit-elle. Et cela vaut aussi dans les cercles personnels, militants, amicaux et amoureux. Il n'y a pas besoin d'être patron du CAC 40. Ne plus être le dernier échelon de l'échelle suffit. Se déroule d'abord une phase de fétichisation. En tant que produit exotique, notre proximité est recherchée comme celle d'un trophée de valeur qui permet aux dominants de clamer à la face du monde « Je ne suis pas raciste, j'ai un ami non blanc ». On nous confie des dossiers, on nous invite au pot, on nous sourit. Je le confesse, il m'est arrivé de me laisser griser par cette euphorie des blancs et de me laisser amadouer. Comme tout le monde, on aime se sentir aimé ou tout simplement apprécié pour ce qu'on fait, même si ce faux témoignage n'est que du toc. Mais rapidement, le décor en trompe-l'œil s'effondre lorsque commence la phase de démolition. Celle-ci est méthodique, progressive, mais inéluctable. Les Blancs tiennent frénétiquement à leur estime d'eux-mêmes. Ils ne vous attaqueront pas toujours frontalement, mais n'en doutez pas. Si vous occupez une fonction autre que subalterne, ils ne le vous pardonneront pas. Ils convertiront alors l'oppression structurelle en querelle individuelle et le racisme en mesquineries interminables. Vous allez faire des erreurs, on ne vous le pardonnera pas. Vous allez avoir des coups de mou, on vous ne le pardonnera pas. Vous allez finir par tirer la gueule, on ne vous le pardonnera pas. Par mes patrons, j'ai été jugé plein de duplicité, peu fiable, retors, tir au flanc, laborieux, indécis, naïf, colérique, buté, radical, trop méchant ou trop gentil. Souvent en même temps, tant il est facile de réactiver les clichés racistes déjà prêts à l'emploi dans l'imaginaire des Blancs. En toute fin de cycle, si tout se déroule selon le schéma prévu, vous êtes essorés. La sophistication ultime du système, c'est que c'est vous qui vous sentez minable, nul, inapte. Vous avez mérité ce qui va vous arriver. La porte, la placardisation, parfois la dépression. Tout cela peut paraître terriblement pessimiste. Nous avons les moyens de nous défendre, mais il faut avoir conscience des enjeux et surtout établir un rapport de force. Cela nous contraint à montrer les crocs et avoir du coup les dents qui rayent le parquet. On est rarement respecté lorsqu'on joue les agneaux sacrificiels. J'ai trop tardé à le comprendre et il m'en a parfois coûté. Au taf, chaque blanc est un ennemi. Sans doute, j'imagine, un environnement aussi cruel que le monde du travail exacerbe-t-il ces phénomènes de discrimination. Pour la plupart d'entre nous, nous ne partons de rien. Non seulement nous n'avons pas d'argent, mais pas non plus de carnet d'adresse, pas d'oncle généreux pour nous décoter un stage dans son entreprise, pas de grands-parents qui nous légueront la maison de famille en Bretagne. Pour nous, pas de vie de bohème étudiante dont on ne saurait bien, au fond, qu'elle n'est qu'un épisode sympathique pour goûter sans risque quelques années le frisson de la pauvreté. Et malgré tout cela, la somme d'espoir que nous charrions derrière nous, abasourdie par le sacrifice de nos parents, est souvent incalculable. En une génération, nous devons, à nous seuls, faire la différence, quitte à creuser aussi, en une fois, un profond fossé avec celles et ceux qui nous ont précédés. Parfois, nous nous retournons vers nos parents et nous nous rendons compte que nous sommes partis loin. Parfois même, malgré la reconnaissance, malgré l'amour, ils nous agacent prodigieusement, surtout quand ils se mettent en tête de vouloir contrôler nos existences. Le monde des Blancs n'est pas le nôtre, mais celui de nos parents ne l'est plus. C'est ici que nous devrons tracer notre route envers et contre tout. Et dans cet univers-là, le capitalisme, même débridé, celui de l'entreprise en particulier,
donne parfois plus sa chance aux personnes racisées que la sollicitude souvent de gauche qui nous prend en pitié sans rien offrir en retour. Il arrive exceptionnellement qu'au prix d'efforts répétés, notre valeur soit reconnue dans le monde du travail. C'est imparfait et nous savons que nous sommes sur des sièges éjectables car aucune erreur ne nous sera pardonnée. Mais la bonne conscience morale, celle qui nous considère comme des animaux en détresse, elle, ne sert qu'à réguler les cycles de sommeil des Blancs qui peuvent enfin dormir sur leurs deux oreilles le sentiment du devoir accompli. C'est pourquoi je hausse le sourcil avec un peu de mépris quand des Blancs viennent nous accuser d'être de droite. La tension entre idéaux politiques et compromis avec la réalité, nous ne faisons pas qu'en parler en tant que personnes racisées. Nous la vivons. Vous pouvez nous renvoyer expéditifs vers le néant de la droite parce que nous avons la rage de relever la tête. Nous avons appris à nous passer de vos jugements hâtifs, promulgués du haut de votre confort familial ou personnel, ou d'un idéalisme adolescent qui persiste au-delà de sa date de péremption. Oui, nous avons le droit à la réussite, ne vous en déplaise. Nous pouvons même vouloir réussir tout en considérant dans le même temps que ce système capitaliste, patriarcal et raciste est inique et qu'il faudra bien un jour l'abattre. De toute façon, on ne vous demande pas votre avis, on s'en tire. De mieux en mieux, toujours plus nombreux, on renforce nos positions et nos solidarités et il vous faudra bien vous y faire, de gré ou de force.